Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire, cette conférence. Je suis Christine Roland, directrice de l'association Asthme et Allergies. Nos intervenants aujourd'hui sont Monsieur Dorian Chériou, notre vice-président adoré, n'est-ce pas, qui est lui-même patient asthmatique sévère, allergique sévère et qui a réalisé une formation en éducation thérapeutique, c'est-à-dire que maintenant aussi, c'est lui qui porte la bonne parole aux autres patients qui ont besoin d'informations. Nous avons également avec nous Marie-Pierre Rine, qui également est asthmatique, allergique, qui est patiente expert, qui a également fait la formation en éducation thérapeutique et qui est la présidente de l'association Asthme et Allergie 37, donc de Tours. Et nous attendons le professeur Gilles Garcia qui va nous rejoindre, mais il est en consultation, il n'a pas tout à fait terminé. Alors, Dorian, je vais te donner la parole et je tiens quand même à vous préciser à tous que vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons, enfin surtout Dorian et Marie-Pierre, en fin de présentation. Merci Christine. Alors, je vais essayer de partager mon écran si ça veut bien fonctionner. Oui, oui, oui. Je t'envoie des bonnes ondes. Allez, vas-y. Alors, autoriser Zoom? Oui, j'autorise Zoom. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme on veut. Alors, je ne chanterai pas une chanson pour meubler. Je vais essayer de faire vite. Tac, tac. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est parfait. C'est merveilleux. Alors, hop, jusque... Hop. Et normalement, si je fais ça, on n'est pas trop mal. Alors, merci Christine de m'avoir introduit. Tu es ma directrice préférée, mais comme j'en ai qu'une en même temps, je ne craignais pas prendre trop de risques. Oh là là. Donc, effectivement, je suis dans Cher You. Je vice-préside pardon, avec Gilles Garcia qui préside l'association Asthme Allergie. Donc, moi, je m'occupe du collège patient. Donc, comme tu l'as dit, je suis effectivement asthmatique sévère avec une casquette allergique, allergique respiratoire, pas alimentaire et pas médicamenteuse. Je suis également effectivement patient expert. Je me suis formé en éducation thérapeutique et je fais de l'éducation thérapeutique à Tours à l'Espace du Souffle, qui est une structure d'éducation thérapeutique, notamment dans l'asthme et les allergies, mais aussi sur d'autres pathologies respiratoires. Euh, je vais essayer de faire quelque chose de simple qui parle à tous, puisque l'éducation thérapeutique, c'est pour tout le monde. Il faut que ça parle à tout le monde. C'est un langage universel. Mais je voulais quand même revenir sur l'asthme. Alors, je suis désolé les filles, je vais réduire parce que je vois votre petite tête, mais je vois pas mon diapo. Sur l'asthme, je ne vais pas revenir sur une définition scientifique parce que c'est pas du tout à moi de faire ça et je ne saurais pas la donner aussi bien. Mais finalement, tout ce que moi je peux dire sur l'asthme avec ma casquette patient et avec ce que on peut aussi suivre et suivre et voir en consultation d'éducation thérapeutique, c'est que c'est une maladie certes très fréquente, la maladie la plus fréquente chez les enfants, une maladie fréquente chez l'adulte, mais qui est très compliquée à prendre en charge. Souvent, donc, ce parcours, il est long. Il y a des explications pour le patient qui sont compliquées, qui sont pas simples à donner. C'est pas toujours évident d'aborder ce diagnostic, encore plus quand on commence à parler d'asthme sévère. Aussi, comment le patient, lui, va réussir à transmettre ces informations à son entourage, que ce soit à ses enfants, à son conjoint, sa conjointe, ou même à son entourage professionnel. Vers quel spécialiste également on va pouvoir nous aller chez le patient en tant que patient, pardon, est-ce que c'est le médecin généraliste, est-ce que c'est l'allergologue, le pneumologue ou est-ce qu'il y a des centres experts? Et finalement, je me posais cette question, est-ce que dans certaines typologies d'asthme, on ne devrait pas avoir des consultations d'annonce comme on peut faire en cancérologie pour annoncer ce diagnostic? Ah, évidemment, ma slide ne tourne pas. Euh, la qualité de vie d'un patient asthmatique, c'est souvent une qualité de vie qui est dégradée et qui n'est pas forcément également pris en compte dans le parcours médical. Les patients vont, certains s'isoler, certains ne se sentir pas compris par son entourage personnel, mais n'oublions pas aussi qu'il y a l'entourage professionnel, hein. Il y a des histoires qu'on entend. À titre d'exemple, moi un jour, quand j'avais demandé une journée pour aller faire de la kiné respiratoire, on m'avait dit, je comprends pas, tu as que de l'asthme. Donc là aussi, en fait, on doit se justifier d'être malade, ce qui n'est pas toujours évident à accepter.
Parfois, on a honte, on est un peu, on se cache un peu. Alors, honte peut-être parce qu'on fait que de tousser, que les gens nous regardent un petit peu bizarrement, type est-ce qu'on est contagieux ou pas. Mais on a aussi honte peut-être de ne pas pouvoir faire la même chose que les autres et pas pouvoir faire la même chose, par exemple sortir, etc., puisque la maladie va nous freiner. Il y a un impact sur la vie sociale, par conséquent, un impact aussi sur la vie sexuelle. Il faut pas oublier que ça rentre aussi en compte et que ça rentre en compte aussi dans cette qualité de vie dégradée. On parle souvent d'handicap quotidien, c'est un handicap visible, hein. Finalement, ça se voit pas quand on est asthmatique. Ça s'entend parfois, mais ça se voit pas. Il y a des démarches administratives qui peuvent être très longues également à mettre en place, des dossiers de RQTH, donc ça veut dire reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Là aussi, c'est pas évident à accepter pour le patient. Il y a des dossiers d'ALD, d'affection longue durée, pour les asthmes un petit peu plus compliqués ou plus sévères en tout cas. Donc là aussi, il y a toute une démarche d'acceptation à mettre en route. Et puis finalement, il y a certains patients qui disent tout simplement, je me sens comme un boulet, un poids pour mes proches. Bah parce que c'est un petit peu le cercle infernal. Et donc, nous, patients, parfois, on a quand même besoin de souffler autour de tout ça, autour de cette qualité de vie dégradée. Et donc, il y a quand même des choses qui existent pour nous améliorer cette qualité de vie qui peut être dégradée. Alors, l'éducation Oh, thérapeutique, excuse-moi Dorian, mais je vois que le professeur Gilles Garcia est en attente. Il faudrait que tu le promeuves comme alors, panéliste pour qu'il puisse nous je rejoindre. fais parce que c'est lui, hein. Oui. Hop, et que je n'ai pas de problème avec la direction. Et puis que c'est quand même notre président préféré. Donc, Normalement, il devrait être en cours. Voilà, il devrait être là et vous devriez le voir. ouais, c'est bon. Ok, parfait. Je continue dans ma lancée. Oui, pardon. Euh, donc, l'éducation thérapeutique, pour le définir, ici, j'ai noté tout simplement la définition, ce qu'on peut trouver sur la HAS. La HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. Donc, la HAS, elle nous dit que l'éducation thérapeutique, c'est un processus continu dont le but est d'aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique, que cette éducation thérapeutique, elle doit être complémentaire et indissociable des traitements et des soins, du soulagement des symptômes, de la prévention des complications, et que cette éducation thérapeutique, pour qu'elle soit efficace, elle doit être centrée sur le patient. Donc, pour faire finalement, avec des mots un petit peu plus simples et des mots à moi, finalement, c'est apprendre à bien vivre avec une maladie chronique. C'est la définition que moi, je pourrais donner de l'éducation thérapeutique et à vivre comme une personne finalement presque normale, avec certes une petite différence, mais finalement ne pas s'interdire les choses à cause d'un asthme en tout cas. L'éducation thérapeutique, pour rappel, ça fait partie de ce qu'on appelle le parcours de soins du patient, c'est-à-dire que là encore, la Haute Autorité de Santé, hein, qui nous donne plein de directives, elle dit sur la partie gauche, hein, de mes slides, hein, elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Ça veut dire qu'on doit pouvoir et on doit proposer aux patients d'accéder à un programme d'éducation thérapeutique qui, après, libre au patient d'accepter ou pas d'accepter, d'accéder à ce programme d'éducation thérapeutique, mais on doit pouvoir lui proposer lorsqu'il y a une maladie chronique et évidemment lorsque les programmes autour de l'éducation thérapeutique de l'asthme existent à côté de chez soi. Et là, c'est une signature de mail que j'ai capturée. Un petit peu sauvagement, qui nous dit que je suis un professionnel de santé, je propose le TP aux patients. Là, c'était plutôt à destination des professionnels de santé, hein. Donc, prévaloir, c'est en fait chez nous ce qui regroupe les structures d'éducation thérapeutique en Indre-et-Loire, en tout cas, en Touraine. Et donc, là aussi, c'était une communication envers les professionnels de santé pour dire il faut proposer à vos patients de l'éducation thérapeutique et c'est important pour eux et pour qu'ils puissent accéder à ces programmes, quelle que soit la pathologie, hein. Donc, c'est aussi bien les asthmatiques que les diabétiques, que les personnes qui ont aussi de l'eczéma, par exemple. Pour faire de l'éducation thérapeutique, je pense, alors pour faire de la médecine en général, mais pour faire de l'éducation thérapeutique, il faut aussi, je pense, euh, apprendre à définir ce que c'est un patient. Finalement, on parle beaucoup de nous, les patients, mais qui sommes-nous dans un parcours de soins? Alors, moi, je m'étais amusé à chercher il y a quelque temps la définition du patient sur Internet. En termes médicaux, évidemment, et ben on trouve rien du tout, rien de croustillant à se mettre sous la dent. Alors même sur le site de la HAS, hein, donc ça, c'est la définition du Larousse. Alors, volontairement, on oubliera la partie numéro 2, mais hop, j'ai été un petit peu trop vite, pardon. Ça nous dit que c'est une personne soumise à un examen médical qui suit un traitement ou qui subit une intervention chirurgicale, synonyme bon, client ou malade. Je suis effectivement d'accord sur la partie que, une personne soumise à un examen médical, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à ça pour définir le patient et pour prendre en charge un patient.
dans un parcours de soins. Et je pense que la définition la mieux qu'on peut donner aujourd'hui d'un patient pour prendre en charge dans sa globalité, c'est la suivante, celle qui est juste en dessous, qui nous dit que le patient, c'est une personne et qu'avant tout, chaque personne a sa propre histoire, sa personnalité, ses émotions, et c'est pourquoi chaque soin, chaque prise en charge est individualisée, et c'est ce qui fait la complexité de la prise en charge. On sait aujourd'hui que la prise en charge des asthmatiques, elle n'est pas forcément simple, hein, mais il faut qu'on arrive à casser un petit peu ces barrières qui freinent ces prises en charge. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet sur l'éducation thérapeutique, sur cette slide, en fait, ça résume finalement l'intégralité d'un parcours en éducation thérapeutique. Alors, on commence toujours par un diagnostic éducatif sur la partie du haut, là, qui est en orange. Moi, je vulgarise beaucoup les choses et le diagnostic éducatif, je dis souvent aux patients que c'est un état des lieux de leur pathologie, mais de leur vie en général. C'est-à-dire, on apprend à savoir où ils en sont dans leur pathologie asthmatique, mais aussi quelles sont leurs difficultés personnelles, professionnelles. Là aussi, ils disent ce qu'ils veulent dire, les patients. On n'oblige à rien. Et ce diagnostic éducatif, il dure à peu près quand même trois quarts d'heure à une heure. Donc, c'est vraiment un moment où on a le temps d'échange avec les patients, ce temps que n'a peut-être pas le médecin, que ce soit le pneumo, l'allergo, le médecin généraliste en tout cas. Donc, c'est pour ça que c'est important de se faire aider et épauler de ces structures d'éducation thérapeutique pour qu'on ait une prise en charge globale. Et à la suite de ce diagnostic éducatif, on va négocier, on va planifier des objectifs éducatifs qui seront à acquérir par le patient. Est-ce que l'objectif, ce sera de dialoguer avec le médecin, de dialoguer avec son entourage? Est-ce que l'objectif, ça sera d'apprendre à reconnaître un traitement de fond, un traitement de crise? Est-ce que ça sera tout autre chose professionnellement, personnellement? Là aussi, ça dépendra de ce qui se sera dit dans ce diagnostic éducatif. Et donc, évidemment, pour travailler sur ces objectifs, eh ben, on va faire des séances qui sont soit collectif, soit individuel. Là, nous, on laisse le choix au patient également de nous dire s'il est plus à l'aise. On trouve que les séances collectives, pardon, sont beaucoup plus riches puisque finalement, ça va être un moment d'échange entre patients qui n'ont pas forcément le même type d'asthme, qui n'ont pas forcément le même âge, mais en tout cas enfin, un échange où la pathologie va les regrouper, va les rassembler. Et souvent, c'est beaucoup plus riche au début. Effectivement, c'est pas évident de parler et de se mettre en commun, mais on se rend compte que finalement, les échanges sont beaucoup plus riches et que se dit des choses qui souvent ne se disent pas lors des consultations médicales. Donc, ces séances, elles sont là aussi, hein, ça dépend des objectifs, hein, ça peut être trois, quatre séances, cinq séances collectives ou individuelles. Et évidemment, ensuite, il faut évaluer, voir si les objectifs qu'on aura négociés, entre guillemets, avec le patient, eh ben, ils ont été atteints ou pas. S'ils ont été atteints, eh ben, c'est très bien, on fait un suivi, c'est-à-dire que nous, on rappelle le patient plusieurs mois après pour savoir si tout va bien ou s'il a besoin d'un accompagnement supplémentaire. Et puis si les objectifs n'ont pas été atteints, ben, on essaie de retravailler ensemble ces objectifs pour essayer de les atteindre tout simplement. L'éducation thérapeutique, je dis souvent que ce n'est pas que les médicaments. Euh, Nous, en Touraine, il est vrai qu'on fait appel à des pneumologues à des sessions d'éducation thérapeutique, des allergologues également, mais volontairement, ils ne viennent pas forcément toujours à ces séances, même que très rarement d'ailleurs, ils viennent parce qu'ils le disent eux-mêmes, ils sont centrés trop souvent sur le traitement, la thérapeutique, la molécule, le traitement de fond, le traitement de crise, etc., comment ça agit sur les poumons, etc. Effectivement, c'est important, mais je pense que c'est pas la majorité des problématiques des patients aujourd'hui de savoir qu'est-ce que le traitement de fond, qu'est-ce que le traitement de crise. Il y a des problématiques beaucoup plus concrètes finalement. Est-ce que j'arrive pas à parler de ma maladie à mon travail et finalement ça va pas au travail? On aura beau expliquer comment prendre le traitement 150 fois, si finalement ça va pas au travail, bah, le traitement ça ira pas non plus. Donc il faut que cette prise en charge elle soit globale, elle soit complète et donc on peut pas tout faire tout seul dans son coin. Donc l'important de l'éducation thérapeutique et je pense que dans la plupart des structures ça se passe comme ça. On fait appel à une prise en charge souvent qu'on appelle pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on fait intervenir d'autres professionnels de santé. Ça peut être des diététiciennes, des psychologues, des assistantes sociales. Chez nous, on a des coachs en activité physique adaptée aussi pour remettre à l'effort. On a des kinés, finalement, tout un panel de professionnels qui, dans ce fameux parcours de soins que je vous parle depuis le début, sont finalement indispensables et importants dans cette prise en charge. Euh, Christine le disait dans l'introduction, et je le disais également, donc je suis patient expert. Qu'est-ce que ça veut dire patient expert? Alors c'est un peu un, on a plusieurs noms pour nous définir, patient expert, patient ressource, patient père, patient. Euh,
Finalement, on est des patients atteints d'une maladie chronique, donc de l'asthme en ce qui nous concerne, et qui, au fil du temps, on a décidé de se former pour nous aussi accompagner les autres patients. Donc, on s'est formé un diplôme d'éducation thérapeutique, qui sont les 40 heures, qui sont la même formation que peuvent suivre une infirmière, un médecin, une diététicienne qui souhaitent se former en éducation thérapeutique. Et en fait, intégrer des patients experts dans les programmes d'éducation thérapeutique c'est quelque chose de très riche pour les autres patients qui vont bénéficier de ce programme d'éducation thérapeutique. À titre d'exemple, donc à ce webinaire, il y a Marie-Pierre, c'est elle qui m'a fait mon ETP il y a quelques années maintenant, à une époque où j'étais encore plus jeune que je suis. Effectivement, je me suis dit, moi, quand je suis arrivé en ETP, avec Marie-Pierre, hein, j'ai enfin quelqu'un en face de moi qui vit les mêmes complexités, les mêmes difficultés que moi. Alors, je ne dis pas que mon médecin ne me comprenait pas, mais en tout cas, il n'était pas forcément impacté par la maladie au quotidien et n'avait pas les mêmes difficultés, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie personnelle. Et donc là aussi, le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est formé en éducation thérapeutique et qui vit la même chose que nous au quotidien, quand on se sent isolé, bah, c'est quelque chose de très important. Donc ça permet, je l'ai mis hein, sur cette slide, hein, une source de soutien psychologique avec une écoute très active, ça améliore notre qualité de vie, ça rompt l'isolement et ça permet aussi de favoriser la relation avec le professionnel de santé. Souvent, moi j'ai toujours un peu de mal avec ce bureau, avec le pneumologue ou le médecin derrière ce bureau et le patient de l'autre côté, où des fois bah, on applique un petit peu bah, ce que nous dit le médecin, mais on n'ose pas forcément le dire. Là aussi, on apprend en éducation thérapeutique à donner son avis, puisque finalement, n'oublions pas que c'est nous, patients, qui avons la maladie au quotidien. Donc, on a aussi, je pense, un avis important à donner sur notre prise en charge euh, quotidienne. Et après, j'ai noté dans les petites bulles un petit peu aussi ce qu'il faut faire en tant que patient expert, parce que n'est pas patient expert qui veut, et donc ne pas forcément se référer systématiquement à sa propre histoire, connaître ses limites, ne pas se substituer au médecin, et à un moment savoir dire, moi, j'ai fait mon travail de patient expert, et si je sais pas, bah, je passe la main à d'autres personnes qui sont plus compétentes, ou en tout cas qui ont les compétences pour accompagner le patient lorsqu'on n'a pas toutes les réponses. Ça, ce sont des objectifs un petit peu classiques que nous, on travaille sur l'éducation thérapeutique. Alors, sur la partie asthme, allergie, l'ADA, c'est dermatite atopique, hein, c'est l'eczéma, c'est aussi une pathologie qu'on prend en charge dans ce programme d'éducation thérapeutique qu'on fait. Donc, comprendre la respiration, hein, tout simplement. Est-ce que je respire par le nez? Est-ce que je respire par le ventre? Comment je respire? Qu'est-ce qui se passe? Où passe l'air? Des choses un petit peu presque bêtes, hein, mais qui sont importantes en tant que patient à visualiser. Comprendre le mécanisme de la maladie. Moi, j'ai toujours voulu savoir ce qui se passait dans mes poumons lorsque j'avais une crise d'asthme, savoir ce qui se passait dans mes poumons lorsque j'avais de l'asthme. En fait, j'ai appris ça en éducation thérapeutique, hein. Jamais mon médecin m'a expliqué ce qui se passait dans mes poumons. Tout comme on m'avait jamais dit non plus. Enfin, on savait. Quand je pose souvent cette question, je vais commencer dans ce sens-là. Je pose souvent cette question en ETP, est-ce que pour vous, l'asthme, c'est une maladie? Une fois sur deux, on me dit non. Et évidemment, pourquoi prendre un traitement si on n'est pas malade? Donc là aussi, je pense que comprendre le mécanisme de la maladie et comprendre que c'est une maladie et que c'est une maladie chronique qui va nous accompagner une partie de notre vie, en tout cas, qui est plus ou moins fluctuante avec le temps, c'est important. Connaître et adapter le traitement, effectivement, on revient sur qu'est-ce que le traitement de fond, qu'est-ce que le traitement de crise. Voilà, aujourd'hui, je tousse un petit peu plus. Est-ce que je prends un petit peu plus mon traitement de crise, etc. On fait des plans d'action, enfin, on fait faire des plans d'action qu'on demande à faire valider par les médecins après, parce que là aussi, chaque asthmatique devrait avoir un plan d'action personnalisé hein, qui donne la conduite à tenir en cas d'augmentation de symptômes. Savoir gérer une exacerbation, donc l'exacerbation, avec d'autres mots, c'est finalement savoir gérer une crise d'asthme, comment je la gère à la maison et à quel moment aussi je commence à alerter le secours. Connaître les facteurs déclenchants d'une crise d'asthme, donc à ce moment, par exemple, il y a beaucoup de pollen. Est-ce que ce facteur déclenchant, bah, comment j'adapte mon traitement face à ces facteurs déclenchants? Pardon, adopter des stratégies efficaces pour faire face aux situations difficiles. Et également maintenir une activité physique et gérer sa tolérance à l'effort, hein. Beaucoup d'asthmatiques nous disent très volontairement, et ce qu'on entend tout à fait, ben, je fais pas d'activité. Alors, ils nous disent je fais pas de sport ou je fais pas d'activité physique parce que bah, souvent ils sont essoufflés ou ils toussent. Là aussi, hein, c'est effectivement quelque chose où il faut chasser ces mauvaises idées, hein. L'activité physique est recommandée pour les asthmatiques. Il suffit que l'asthme soit bien pris en charge et bien contrôlé. Donc là aussi, on doit s'appuyer d'autres professionnels pour accompagner les patients et remettre les patients aussi à l'activité physique.
Donc, comment finalement accéder à ces programmes d'éducation thérapeutique? Eh ben, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez demander à votre médecin généraliste, pneumologue, allergologue. Je pense qu'ils doivent savoir dans la majorité des cas où se trouvent les structures d'éducation thérapeutique. Et en tout cas, s'ils ne savent pas, ils devront se renseigner pour vous et vous orienter. Et puis, vous pouvez vous-même aller sur le site Asthme et Allergie. En fait, je vous ai mis le lien, mais il y a la liste officielle. Donc, on appelle ça les écoles de l'asthme dans l'asthme, hein. De toutes les écoles de l'asthme suivant les départements, je pense que les écoles de l'As sont quand même majoritaires sur le territoire français, pardon. Vous avez les coordonnées des personnes référentes et donc vous pouvez appeler ces écoles de l'asthme pour qu'on puisse là aussi vous demander, enfin pour que vous puissiez demander une prise en charge. Hop. Et finalement, pour conclure, puisque je pense que j'arrive au bon quart d'heure de dialogue avant les questions, j'aimerais tout simplement dire que l'éducation thérapeutique, c'est finalement apprendre à vivre, apprendre à faire une revanche sur la maladie. Je vous ai mis ici quelques photos alors, c'est beaucoup de photos pédiatriques avec les enfants, de choses qu'on met nous en place avec les enfants. On passe beaucoup par le dessin pour définir les traitements, définir la maladie. Là, juste à côté, on fait ce qu'on appelle les blasons de l'asthme, hein. Donc, c'est souvent un lieu où ils se sentent bien, qu'est-ce que pour eux la maladie, etc. Et puis, juste pour vous prouver, donc à côté, donc c'est moi, là, le monsieur à gauche de cette image. La casquette, donc c'est le professeur Marchand-Adam qui est à l'Espace du Souffle de la structure de TP en Touraine. Mais qu'il est possible de faire des choses, même si on a un asthme sévère. Et moi, grâce à l'éducation thérapeutique, alors il m'a fallu quelques temps, mais je me suis mis à l'activité physique et notamment au running, et donc j'ai franchi plusieurs étapes, hein, des étapes qui ont été longues, hein. Et finalement, au mois d'avril dernier, donc j'ai fait mon premier marathon, donc c'est 42 kilomètres, alors qu'il y a quelques années, 4 5 ans, je pouvais à peine faire 300 mètres sans tousser et vider une bonbonne de traitement. Donc juste pour vous dire que grâce à l'éducation thérapeutique, j'ai réussi quand même à prendre une belle revanche sur la maladie. Il faut certes un petit peu de temps. Mais je pense qu'il est important d'accéder à ces structures et d'apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, puisqu'on peut bien vivre avec une maladie chronique. Et promis, Christine, j'arrête de parler pour les questions. Merci beaucoup, Dorian. Bah, je voudrais peut-être donner la parole au professeur Gilles Garcia, notre président pneumologue, voir s'il a quelque chose à ajouter. Gilles, je ne sais pas si tu nous entends. Non, bon, pas tout de suite. Alors, ah si, je vois que Non, il ne le, voit pas. le micro, mais en revanche, la caméra n'est pas activée. Allô, allô? Non, bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Dorian. C'était très intéressant, c'est du concret. Encore une fois, l'éducation thérapeutique est fondamentale. L'information ne suffit pas, hein, on le sait tous. On a pensé à un moment que, en faisant des grandes campagnes d'information, on allait modifier la santé publique, euh, permettre d'agir sur les comportements, mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Sinon, plus personne ne fumerait. Enfin, plus personne n'aurait de caries, plus personne ne contracterait une maladie sexuellement transmissible ou le HIV, etc. Donc, on sait que ce n'est pas suffisant. C'est l'éducation thérapeutique, c'est ça qui va permettre vraiment de modifier son propre comportement pour s'adapter et pour pouvoir, comme tu l'as dit, vivre le plus normalement possible. Alors, moi, j'ai eu plusieurs questions qui sont arrivées, puis il y en a une sur Facebook. Euh, Dorian, tu as parlé de différentes séances d'éducation thérapeutique. Combien y a-t-il de séances généralement? Alors nous, en moyenne, on fait à peu près entre 4 et 5 séances, sachant que du coup, il y a ce bilan éducatif qui dure 1 heure. Et les séances, chez nous, c'est des séances de 2 heures, donc on va environ 4, donc ça fait 4 fois 2 heures plus 1 heure, donc ça fait quand même un beau cycle pour parler de plein de choses. Mais en majorité, je crois que c'est un peu ce qui se passe partout, hein, c'est des séances de 2 heures. Après, sur le nombre, là aussi, c'est très patient dépendant. Il y a des patients qui ont besoin de plus, il y a des patients qui ont besoin de moins.
Mais en moyenne, on dit 5 chez nous, 5 séances d'éducation thérapeutique. D'accord. Professeur, Monsieur le professeur Gilles Garcia. Ah, Bonjour. on ne t'entend pas. Voilà. Ah, se connecte à l'audio. Vive la technique, oui. De temps en temps, on est trahi. Ah, se connecte à l'audio. Théoriquement, tu devrais être connecté. Non, marche pas. Ça marche pas. Bon, alors je vais continuer dans les questions. Est-ce que tu parles de 4 à 5 séances de 2 heures? Quand on travaille, c'est pas toujours très simple. Est-ce qu'il y a des séances le samedi, le soir? Comment font les personnes pour participer? Alors, il y a plusieurs choses. Là, ça dépend vraiment des écoles de l'asthme. Moi, je veux parler de celle dans laquelle je suis, hein, puisque c'est celle que je connais mieux par conséquence. Effectivement, c'est compliqué. On sait qu'il y a les enfants qui sont à l'école, etc. Donc, nous, les enfants, effectivement, on fait souvent le mercredi après-midi et les séances de groupe le samedi matin. On fait pas ça tous les samedis matins, mais on fait ça les samedis matins. Et puis, les adultes aussi qui travaillent. On fait souvent ça en soirée, nous on fait des 18h, 20h, mais parce que la structure le permet, on est en structure de ville, donc finalement on fait un petit peu ce qu'on veut sur nos horaires, on n'est pas en structure hospitalière, donc on n'a pas de contraintes là-dessus. Mais c'est un choix parce que faut que tout le monde puisse accéder à ces séances d'éducation thérapeutique en tout cas. Donc voilà, nous les groupes on fait des volontiers du 18-20 20h ou du 19-21. Après on fait pas, on rentre chez nous quand même. Oui, C'est vrai que ça permet quand même, on s'aperçoit qu'il y a une population aussi chez les asthmatiques qui est souvent assez jeune, donc on peut avoir des étudiants, des personnes qui travaillent, aussi bien des personnes âgées, mais donc il a fallu se faire, et c'est justement la structure associative, nous, avec un lieu vraiment en ville qui nous permet d'adapter des horaires aussi qui soient assez faciles. En milieu hospitalier, c'est un peu plus compliqué, bien évidemment. Et puis, faut voir un peu comment on peut améliorer les choses et avoir quand même bien des horaires qui soient plus faciles pour tous ces patients. Et après, on fait aussi, on a la possibilité de faire de la visio aussi, hein, euh, distanciel pour les patients qui ont vraiment des contraintes de planning ou encore qui habitent peut-être loin dans certains départements. Il y a quand même pour aller dans les grandes villes, parce que souvent c'est quand même dans le chef-lieu, hein, il y a quand même un peu de distance et donc on fait aussi du téléphone ou de la visio pour ces patients qui sont. Tout le monde ne peut pas se déplacer également. Donc, il y a des gens qui sont assez éloignés, qui ont par exemple des voiturettes ou, je sais pas, peu de bus, de trains et autres là. Donc, dans ce cas-là, plutôt que de ne pas faire, il vaut mieux faire en visio. Au moins, il y a déjà un contact, il y a des conseils qui peuvent être donnés. Les gens ont le temps de s'exprimer, de vraiment avoir une écoute et avoir ce qui leur est nécessaire pour aller bien surtout et pouvoir avoir une meilleure prise en charge. Donc, c'est toujours mieux que rien. C'est sûr qu'on préfère le présentiel, mais au moins cet avantage de la visio ou déjà du petit conseil aussi téléphonique entre deux est toujours mieux que rien du tout. oui. Alors ça, c'était aussi une question que j'avais reçue. Il n'y a pas de structure près de chez moi. Est-ce que vous organisez des réunions à distance? Mais est-ce que là, nous avons l'exemple de ce que vous faites à Tours, mais je ne pense pas que Tours puisse accueillir la totalité des asthmatiques de France. Donc, Non, Gilles, est-ce que tu veux... Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Oui, oui. oui. Incroyable. La question qui vient d'être posée est une question essentielle parce qu'en fait, quand on répertorie les écoles de l'asthme en France, il y en a, on va dire, 130 qui sont actives. Il y en a à peu près la moitié qui sont pédiatriques. Donc, si vous faites le compte, il y a à peu près 50 écoles de l'asthme, 50 à 70 écoles de l'asthme de l'adulte. École de l'asthme, on va dire parcours d'éducation ou parcours éducatif. Quand on arrive à faire une centaine de patients par an, c'est beaucoup. Donc ça fait, allez, on va dire 5000 patients par an, en sachant qu'il y a 8% de la population générale qui est asthmatique, ce qui représente 4 millions de patients en France. Donc 5000 versus 4 millions, on voit à peu près le nombre de patients qui a pu bénéficier d'une éducation thérapeutique. Or, Dorian, tu l'as très bien dit, l'éducation thérapeutique, c'est essentiel dans la prise en charge d'une maladie chronique, puisque
l'idée de l'éducation thérapeutique, il y a deux idées essentielles. La première, c'est la connaissance, et la deuxième, c'est la résilience. La connaissance, elle est évidente. Plus on a de connaissances, plus on a la maîtrise, et plus on sait ce qu'il faut faire, et moins on est dépendant des autres. Et la résilience, bah, c'est effectivement là aussi, tu l'as abordé, tu as dit, est-ce que l'asthme est une maladie? Bah non, bah si. Et il faut accepter d'être malade, ce qui est extrêmement difficile. Et tu as également parlé de la consultation d'annonce. Bah, finalement, la consultation d'annonce, elle doit être faite par le pneumologue, mais il ne faut pas dire oui, bon, vous avez bronchite. Non, il faut dire vous avez de l'asthme. Ce qui est une phrase très lourde, parce qu'on dit vous avez de l'asthme, c'est définitif. Donc il faut avoir des arguments pour le dire, mais il faut aussi savoir le dire. Et donc tout ça rend les choses complexes parce que on va voir en fait dans les commentaires qu'on va avoir, je pense, toute cette difficulté d'être pour le patient, d'être au clair sur sa pathologie, au clair en termes de je suis asthmatique. Et franchement, c'est lourd. Il ne faut pas minimiser ça. C'est lourd. Et c'est d'autant plus lourd que là aussi, tu l'as abordé en disant, ouais, bah, en fait, c'est que de l'asthme. Parce que je suis asthmatique. Aussi, on attend parfois un poil de compassion ou un soupçon de compassion. Ah ouais, c'est quand même pas marrant tous les jours. Et ça, même pas. C'est-à-dire que la plupart des asthmatiques, on leur dit, ouais, bah, ok, c'est que de l'asthme. Donc c'est une phrase lourde parce qu'effectivement, il va falloir vivre avec le diagnostic, vivre avec les symptômes, et puis apprendre à s'organiser. Et donc tout ça, tu l'as aussi très bien dit. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont tu parles du bureau du docteur. La barrière du bureau, c'est la barrière que le Et docteur déjà met. là. Ah, j'étais là quasiment au début, j'étais un peu à la bourre, mais j'étais là quasiment au début. Et vous m'avez pas vu, mais moi je vous ai entendu et je vous ai vu d'ailleurs. Et la barrière du bureau, c'est la barrière que le docteur met, parce que le bureau, il peut être très large, très long, très gros, ça peut être un bureau de ministre, et pourtant ça peut être un vrai relationnel assez solide, un truc comme ça. Et le bureau, il peut être tout petit, tout étroit, tout machin, et c'est un mur. Donc en fait, le bureau, il est symbolique c'est un côté mur de Berlin. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Il faut oser dire au docteur ce que vous faites, ça ne me va pas, ce qui est extrêmement difficile quand vous avez un docteur qui met justement un peu de distance. Donc tout ça, ça peut paraître très flou, on peut avoir l'impression qu'on part dans tous les sens, mais en fait, c'est le fond même de la relation avec son médecin et de la compétence qu'on peut avoir. Et moi, j'ai un paquet de patients à qui je dis, mais vous en pensez quoi? Ils me disent, bah, c'est vous le docteur. Je leur dis, bah non, c'est vous le patient. Parce que c'est vous qui savez au fond. Et donc, il faut accepter de savoir. Et ça, tu ne l'as pas abordé, mais il y a ce côté intuitif également. C'est-à-dire que souvent, je leur dis, mais vous en pensez quoi? C'est oui ou c'est non? Et là, ils me font une phrase. Et je leur dis, non, c'est oui ou c'est non? Bah, c'est oui. Bah, alors, c'est oui. Parce que la phrase, elle va neutraliser, parce que nous, dans notre présentation sociale, on va beaucoup neutraliser les choses. Et cette neutralisation sociale qu'on a avec le docteur, on ne l'a pas en séance de TP. Tout devient plus fluide, tout devient plus léger, et donc on parle plus. Et c'est pour ça que c'est essentiel. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, j'ai dit plein de trucs, mais donc voilà. Non, Mais non, mais j'ai été un peu frustré parce que j'arrivais pas à l'ouvrir, donc du coup, tout est sorti d'un coup. Donc voilà. Mais en fait, l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel dans la vie d'un asthmatique. C'est loin, 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 loin d'être la majorité. C'est une exception. Et tu as dit, votre médecin doit pouvoir vous orienter. Je pense que globalement, les médecins sont totalement infoutus d'orienter vers une séance d'éducation thérapeutique. alors ça m'amène à la question que j'ai reçue aussi. Mon médecin ne m'en a jamais parlé, puis-je venir quand même? Eh bien, oui, oui, oui. Et peut-être que si l'information ne vient pas par le médecin, est-ce que l'information ne devrait pas venir par les patients? Là aussi, c'est une question, je pense que la réponse est oui, du coup. Mais oui, oui, évidemment. D'accord. Avec le patient est important et puis c'est ce qui va permettre aussi au médecin de voir que si le patient s'est correctement pris en charge et a su faire face à sa maladie, aux urgences, aux exacerbations et autres, si il a appris à faire face à tout ça,
forcément, le médecin lui-même va se rendre compte que ça a été utile et pourra peut-être aussi le proposer à d'autres patients. C'est quelquefois aussi des patients qui arrivent par ce biais parce que le médecin s'est rendu compte que ça avait apporté aussi beaucoup aux patients et qu'ils savaient mieux se soigner, mieux se prendre en charge parce que, avant tout, comme on dit, c'est quand même toujours une maladie qui est stressante, angoissante. Et nous, l'avantage quand même en éducation thérapeutique, c'est qu'on entre un peu dans la vie des gens parce qu'on va poser des questions, on va voir, chose que le médecin n'a pas le temps de faire lors d'une consultation. Donc, nous, on va apprendre, on va savoir pourquoi, par exemple, le patient se prend mal en charge parce que une vie difficile, une vie qui peut être sociale un peu compliquée, une vie familiale pas toujours simple, des personnes qui vont se séparer, des enfants qui sont un peu ballottés. Ça peut être des fois des problèmes professionnels où on ne va pas oser montrer qu'on est asthmatique, pas prendre son traitement devant tout le monde parce que on peut avoir peur qu'il y ait une promotion qui nous passe devant le nez, parce qu'on sera absent. Voilà. Tout un tas de choses comme ça. Et ce qui fait que ça va permettre quand même en éducation de mieux comprendre pourquoi le patient ne sera pas observant. Pourquoi il ne fait pas attention à lui? Parce que peut-être il a d'autres choses importantes dans sa vie et qu'il ne va pas prendre le temps d'expliquer au médecin parce que ça reste un peu personnel. Et ben, nous, par le biais, parce qu'on a plus de temps aussi. Donc, ils vont nous faire part de ces choses et ça nous permet de mieux comprendre et de voir comment on peut les aider à s'améliorer justement pour prendre en charge cette pathologie. Il ne faut pas d'ordonnance hein, pour une séance d'éducation thérapeutique. Ce n'est pas comme aller chez le kiné ou faire de l'activité physique. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance de votre médecin. Vous pouvez directement contacter une structure d'éducation thérapeutique et voilà, et de votre propre chef. Il n'y a pas l'obligation d'un parcours de soins dicté par le médecin. Question subsidiaire, est-ce que c'est gratuit? Oui. Oui. C'est Mhm. gratuit les séances d'éducation thérapeutique et souvent en fait c'est financé par ce qu'on appelle les ARS qui sont les agences régionales de la santé, hein. Donc c'est totalement gratuit pour le patient. D'accord. Ça permet à toute personne. Alors, Et je rajoute juste, excuse-moi Christine, ce qu'on appelle les aidants, hein, c'est un terme qui plaît ou qui plaît pas, mais en tout cas, ils sont aussi les bienvenus en séance d'éducation thérapeutique, les conjoints, les conjointes, les frères, les sœurs, etc., puisque bah, c'est aussi les personnes qui vivent avec les patients eux-mêmes asthmatiques ou qui sont parfois aussi d'ailleurs eux-mêmes asthmatiques. Donc, ils sont aussi évidemment les bienvenus à ces séances d'éducation thérapeutique. d'accord, merci. Alors, j'ai une question là peut-être plus pour Gilles. Question de Marie. Il y a 2 mois, j'ai accouché. Étant asthmatique sévère, mon asthme s'est fortement dégradé durant la grossesse. Est-ce que je vais réussir à récupérer? Je suis sous machine avec terbutaline et le deuxième, je ne sais jamais le nom, je crois Beclospine, mais pas sûr. En plus de mon traitement de fond, ça devient vraiment handicapant au quotidien car sans ça, c'est un enfer. Merci de votre réponse. Bah, c'est toujours le problème des consultations sur ces webinaires. On ne peut évidemment pas répondre de façon précise. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut se dégrader pendant la grossesse. On peut également s'améliorer pendant la grossesse. La grossesse est une sorte de parenthèse dans la vie d'une femme asthmatique parce que l'asthme peut voir sa trajectoire se modifier. Après, dans quelle mesure on récupère, bah, c'est vraiment impossible de répondre. Beclospine, ça équivaut à des corticoïdes oraux, hein, donc s'il y a besoin de corticoïdes oraux pour aller à peu près bien, encore une fois, c'est compliqué, hein, mais sur ce type de profil, on discute assez vite des biothérapies qui sont quand même plutôt mieux supportées que la cortisone orale. Mais je reste très prudent, hein, on ne peut vraiment pas répondre de manière précise à ce type Donc, on n'a pas tous les éléments pour répondre, hein. on va conseiller à Marie de retourner voir son pneumologue. Question d'Inès. J'ai été sportive au niveau national en ski de fond et trail l'été. Ensuite, j'ai travaillé en fromagerie et on m'a détecté l'asthme du fromager. Est-ce que je peux reprendre les compétitions avec un traitement de fond? Et est-ce que je dois prendre un, pardon, un bronchodilatateur à chaque fois que je fais du sport? C'est pour moi aussi ça. Bah, c'est le même type de réponse, c'est-à-dire que là, on voit bien que on a deux personnes qui sont en difficulté avec leur asthme et qui ont un manque de réponse précise.
La première, c'est un événement très important, une grossesse chez une patiente asthmatique, avec ce que ça implique comme difficulté. Et elle sort de sa grossesse avec une visibilité ou une trajectoire qui n'est pas claire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met comme traitement, qu'est-ce qu'on attend du traitement, dans combien de temps je vous revois, quelles sont les options thérapeutiques à court ou à moyen terme. Alors, tu as parlé tout à l'heure, Dorian, tu as dit, quand on a plein de soucis dans la vie, c'est compliqué de réfléchir à son traitement de fond et à son traitement de crise, mais c'est important d'avoir une trajectoire, c'est-à-dire qu'on sache quand on a une consultation avec le médecin où on va. Ok, la grossesse c'était dur, on a du mal à récupérer, je vais vous donner des corticoïdes oraux pendant temps, je vais vous revoir dans 4 semaines, il faut que ça aille mieux, on essaye de baisser la cortisone, si on n'y arrive pas, enfin vous voyez que, et là aussi on a une situation qui est un peu particulière, on a une sportive de haut niveau qui se retrouve à l'envers sur son asthme à cause d'un événement professionnel et d'un asthme professionnel. Et donc là, qui veut reprendre le sport avec tout ce que ça implique comme problème vis-à-vis du dopage ou de choses comme ça. Et là aussi, un certain nombre de questions qui restent sans réponse. Est-ce que je dois avoir un traitement de fond? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Est-ce que je dois utiliser le traitement d'urgence quand je fais du sport, avant le sport, pendant le sport, après le sport? Et toutes ces questions, elles doivent être résolues avec le pneumologue, mais également dans ce type de structures qui sont encore une fois extrêmement difficiles à atteindre. C'est-à-dire que ce que vous faites à Tours est remarquable puisque vous avez des gens qui sortent de là avec un niveau de compétence qui est monté de 2 ou 3 étages. Et vous voyez sur ce type de questions la difficulté d'avoir une information claire pour un patient asthmatique. Patients asthmatiques qui sont suivis en pneumologie. Donc c'est pour ça tout à l'heure j'ai été volontairement un peu provocateur et iconoclaste, mais ça, vous me connaissez depuis longtemps, quand je dis que les patients, les médecins sont rarement à l'aise pour envoyer vers une structure d'éducation thérapeutique parce que ça ne fait pas partie de leur culture et ils ont l'impression souvent qu'ils font l'éducation. Or, la consultation ne suffit pas, tu l'as très bien dit, et on voit là, on a en exemple très clair 2 patientes qui sont en difficulté dans leur quotidien pour savoir comment faire, quoi faire et comment faire. Et donc là, normalement, il y a un professionnel de santé, un pneumologue, et une structure d'éducation thérapeutique qui travaille en collaboration et qui doit faire en sorte que ces problèmes soient résolus. Et on voit que c'est très difficile, vous le savez très bien, hein, Marie-Pierre et Dorian, que c'est très compliqué. Vous voyez arriver des gens dans vos structures qui ont un manque de connaissances qui est désarmant, souvent. Ce qui n'est pas un reproche vis-à-vis des patients, hein. Non, 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 mais des fois aussi, il y a beaucoup de patients qui n'osent pas poser des questions à leur médecin. Donc, des fois, ces questions restent là. Bon, et puis on va être lancé sur, des fois, nous, on va dire une consultation chez le pneumologue, ça va peut-être durer 15 minutes. Ça dépend si les EFR ont été faites avant ou pas. Donc, c'est assez rapide. Moi, je dis toujours aux patients de noter leurs questions, tout ce qu'ils ont à demander, parce que des fois, on est pris dans le feu de l'action. Le médecin va expliquer certaines choses, changer des traitements ou pas. Et il faut avoir préparé aussi sa consultation. D'ailleurs, on avait fait un webinaire là-dessus. Et c'est important de préparer sa consultation pour pouvoir bien poser ses questions. Après, évidemment, il peut y avoir des réponses qui sont faites, mais en éducation thérapeutique, nous, on n'intervient pas dans ce que le médecin va avoir préconisé ou pas. Par contre, si le médecin n'a pas osé dire, le patient n'a pas osé dire à son médecin que tel traitement a du mal à lui convenir, qu'il préférait celui d'avant, qu'il se sentait mieux, on leur explique qu'ils ont le droit de le dire à leur médecin. S'ils n'en parlent pas, le médecin ne peut pas le deviner non plus. Donc, il y a un moment, plutôt que de mal le prendre parce qu'il ne l'aime pas ou de le prendre avec de temps en temps, mais pas systématiquement, il est important aussi, et on va leur expliquer qu'il est important qu'ils parlent à leur médecin, qu'ils osent en parler. Et ça, c'est évidemment, ça fait partie aussi du traitement et puis de la prise en charge de l'asthme. Oui, je vous renvoie au précédent webinaire, hein, donc, qui était au mois d'avril et qui est disponible en replay sur la page Facebook, qui avait pour titre Bien préparer sa consultation avec son médecin. Ça, je crois que ce que tu viens de dire est essentiel. Et il faut oser, mais c'est pas toujours simple. Oser Non, non, il y a parler, des oser poser des communications, voilà. questions, Il y a des etc. communications qui vont être plus faciles que d'autres, mais on peut poser les questions sans agressivité, en demandant gentiment à son médecin, ben, écoutez, moi je crois que celui-ci me convient moins bien, je préfère le traitement d'avant, ou celui-ci, ben, ça peut être la technique qui est difficile. Il y a tellement
de sortes de traitements. Par exemple, dans les traitements inhalés, il y a un choix qui est très important. On doit toujours pouvoir trouver quand même celui qui va nous convenir. Donc, on peut aussi en parler avec son médecin. C'est ça qui est important aussi. Dorian, tout à l'heure, ça c'est aussi une autre question. Tu as parlé de patients experts, ressources, enfin bref, de patients impliqués dans l'éducation thérapeutique. Et on m'a demandé comment se former, parce que tous deux, vous avez suivi des formations. Alors, comment on peut se former pour également participer à ce type d'aventure, parce que c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, c'est une belle histoire. Donc, se former, bah, il y a des centres de formation. Je le disais, le minimum, c'est les 40 heures. Nous, à titre d'exemple, on s'est formé à Bordeaux puisque c'est là où le centre, on le connaissait, au CETBA. Mais après, il faut regarder ce qui approche de chez soi. Et je sais il me semble qu'il y a, si je dis pas de bêtises et sous le contrôle de vous tous, il y a des DU qui se font, il y a une université des patients, enfin il y en a même plusieurs, je crois, en France. Donc là aussi, vous pouvez vous rapprocher de ces universités. Cependant, c'est des cycles universitaires qui sont un petit peu plus longs que les 40 heures, qui sont les 40 heures le minimum nécessaire pour accéder à ces structures d'éducation thérapeutique, en tout cas pour participer et animer des séances. Je tenais juste aussi à préciser qu'effectivement, les patients eux-mêmes peuvent se former, mais on a aussi une connaissance de parents qui se sont formés en éducation thérapeutique, donc les parents qui ont des enfants atteints d'asthme et ou d'allergie ou d'autres pathologies d'ailleurs, peuvent aussi se former en éducation thérapeutique. Et après, il faut se rapprocher des structures d'éducation thérapeutique pour proposer d'intervenir au sein des séances. Il est vrai que chez Ou nous, nous appeler ou appeler l'association, parce qu'on pourra toujours orienter également. quand la structure a été montée, nous, ça fait un bon moment, les médecins ont choisi d'avoir des patients qui intervenaient parce que ben, ils se sont dit quand même qu'on serait plus à même de comprendre les autres patients, puisqu'on avait le même dialogue, on savait ce qu'il en était. Donc, ça a été un choix délibéré d'avoir des patients qui prennent en charge les autres. Hmm. Et donc, c'est vrai qu'on va mieux comprendre, on va savoir quand ben, s'ils ont des soucis avec les corticoïdes, on va pouvoir dire, moi, ça m'est arrivé d'avoir une patiente qui m'a dit, mais je suis contente que vous me disiez ça. Moi, je pensais que j'étais en train de tomber dans la déprime parce que je ne dormais plus, j'étais énervée, j'étais irascible et tout. Je me suis dit, ça y est, je suis en train de déprimer. Non, mais quand on lui a dit, mais non, c'est normal, c'est le médicament que vous prenez à forte dose. Bon, ben voilà, ça vous empêche de dormir, ça vous énerve et tout. Bon, ben voilà, c'est une explication. Après, ils repartent avec un grand sourire parce qu'ils ont eu les explications nécessaires. Et c'est ça aussi quand on est patient, parce que oh, ben voilà, on vit les mêmes choses, les mêmes difficultés, mais c'est aussi, alors, pour être, on va dire, patient expert, il faut peut-être aussi avoir passé un certain cap. Certes, on est toujours asthmatique sévère, mais on a fait aussi ces formations. Nous, on a bénéficié aussi de l'OTP, ce qui nous a permis aussi de passer un cap où on a accepté la maladie. Hein, évidemment, on ne peut pas faire de l'éducation thérapeutique ou être patient expert si on n'a pas passé ce cap où on a accepté, on n'est pas dans le déni, on vit bien avec. C'est ce qui est important, même s'il y a des difficultés par moment, parce que finalement, c'est comme toute pathologie. Il peut y avoir des hauts, des bas, mais quand on va mieux, on se dit, bon, ben là, je vais mieux. S'il y a à nouveau un autre moment où je vais aller moins bien, je sais que je peux aller mieux en me prenant bien en charge, en faisant tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est aussi apporter, je pense, du bien-être aux patients et puis leur dire que oui, quand même, quelque part, au bout du tunnel, ben, oui, il y a quand même aussi des connaissances qui vont apporter du mieux-être. On va mieux vivre avec sa pathologie. On sait qu'elle est là, mais on ne va pas la laisser ben, décider de toute notre vie. Voilà, c'est avoir aussi un impact sur sa maladie et pouvoir mieux vivre avec, comme disait Dorian. Alors, question de Charlène. Mon asthme vient de passer au stade sévère. Je pouvais courir 5 kilomètres il y a 10 mois. Aujourd'hui, je dépasse difficilement 10 minutes dans une salle. J'ai même peur que ce soit dangereux. Ma pneumologue me dit d'être patiente, mais j'ai du mal à vivre sans sport. Je viens de débuter un traitement de biothérapie. Gilles. Je sais pas. Bah,
En fait, là, on aborde un élément qui peut être aussi abordé en éducation thérapeutique et la frustration. C'est-à-dire que la maladie empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Et un des objectifs du traitement, ce qui est la qualité de vie, c'est au fond d'avoir une qualité de vie proche de la normale. Et donc, c'est un objectif de traitement. Les objectifs de traitement sont très clairs. C'est le confort de respiration, c'est la diminution des symptômes, la diminution des exacerbations, la diminution du recours à la cortisone, mais c'est aussi la qualité de vie et faire ce qu'on veut comme on a envie de le faire. Et donc, malheureusement, la maladie parfois l'empêche. Dorian en est un exemple flagrant. Si on lui avait dit il y a 10 ans qu'il ferait un marathon, ben, il n'aurait pas rigolé parce que de toute façon, quand il rigolait, il toussait 3 jours. Et puis petit à petit, je dois à peine exagérer, je pense, mais et puis petit à petit, ben, la maladie s'est un peu atténuée grâce au traitement. Et puis quand on a été un peu dans le dur comme ça pendant plusieurs mois, ça, on récupère pas en 3 jours. Et en fait, c'est des mois et des mois et des mois. Et d'ailleurs, il va nous dire, je pense que c'est un entraînement de quasiment près d'une année pour retrouver quelque chose qui ressemblait à du running d'Orient, non? Ouais, c'est 1 an. J'ai fait 1 an de réhabilitation respiratoire, donc de kiné respiratoire, qui t'apprennent tout simplement, enfin tout simplement, non, pas simplement, mais qui t'apprennent à te remettre à l'effort et à bouger et à gérer justement ton asthme avec eh ben, la tolérance de l'asthme à l'effort. Et donc effectivement, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas du on-off, et c'est long. Effectivement, c'est très très long et c'est très frustrant on n'est pas patient, en fait. Enfin, on est patient asthmatique, mais on n'est pas toujours patient d'être patient. Et donc, bah, on est assez frustré. Donc, il faut aussi, je pense, se faire accompagner sur cette frustration. Et puis, certes, il faut du temps et l'accepter, hein, mais accepter, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ouais, moi, c'était quand même une bonne année hein, pour rechausser les chaussures tout seul comme un grand sur les bords de Loire, hein. Oui, et Voilà, parce encore, que l'été, ça le faisait, mais pas l'hiver. Souviens-toi, il y a eu quelques temps où l'hiver était plus difficile. Après, l'été est arrivé à reprendre, puis petit à petit, ben, les choses se sont faites. Voilà, mais je crois que pour Charlène, l'exemple de d'Orient est quand même porteur et de- d'espoir. C'est oui, ça. mais le sport, c'est pas nécessairement faire un marathon. C'est-à-dire Non, que quand on s'occupait à Bicêtre des patients avec une hypertension pulmonaire et qu'on leur disait l'activité physique, on leur disait mais les escaliers, c'est pas commencer par les monter, c'est déjà commencer par les descendre. Et donc en fait, il faut malheureusement, quand il y a beaucoup de cortisone, ça bouffe les muscles et en fait, on repart de loin et il faut repartir de la base. Donc il faut descendre les escaliers, il faut réapprendre à marcher vite, réapprendre à parler en marchant, à caler sa respiration et petit à petit reprendre confiance dans sa respiration pour repartir sur de l'exercice et sur de l'effort ou sur du sport proprement dit. Et effectivement, c'est long, c'est long. Alors, il y a souvent aussi euh, quand on parle de sport, il y a parfois un petit rejet ou on n'oublie pas que dans le temps, alors j'espère que ça existe de moins en moins, mais les enfants asthmatiques étaient dispensés des cours d'éducation physique à l'école, hein. On disait non, non, toi t'es asthmatique, ou le petit garçon, il se retrouvait systématiquement gardien de but. Maintenant, le foot est ouvert également aux filles, donc il doit y avoir aussi des filles qui se retrouvent gardiennes de but pour éviter d'avoir à courir. Donc ça, c'était quand même assez problématique, mais et ça ne donnait pas ensuite envie de continuer. Mais l'activité physique, c'est déjà quelque chose. Donc Gilles, tu as dit monter les escaliers ou les descendre. Mais l'activité physique, c'est aussi faire du jardinage, faire du ménage, marcher, enfin, voilà, effectivement, Le plus rentable, c'est la marche. ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut faire de la natation, du vélo, du machin, du vélo d'appartement. Le plus exigeant et le plus rentable pour la musculature respiratoire, pour les intercostaux et le diaphragme, c'est la marche. Et c'est une marche tonique. Et c'est 20-25 minutes de marche au moins 5 fois par semaine. C'est la base de la réhabilitation. Je sais pas comment, c'est chiant. Ça C'est dépend. chiant, c'est long. on peut Non, mettre de la c'est musique, on pas. peut. Non, mais il faut être clair. Il y a des impératifs professionnels, il y a des enfants à aller chercher à l'école, il y a des machins, il y a des trucs. Comment on cale une demi-heure de marche et on dit non, ben, en fait, je m'en vais. Alors, je m'en vais une demi-heure, je vais marcher une demi-heure. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, ça paraît très simple comme ça, mais en fait, le plus souvent, c'est compliqué. Il faut
que ça Vraiment, devienne il faut que ça devienne une priorité dans son quotidien. Et ça, c'est loin d'être évident. Hmm. avoir un chien, si on n'est pas allergique, au moins on est obligé d'aller le promener. Mais Voilà, non, c'est et marché. non, le chien, il marche, il va là, et donc non, Ça dépend c'est, il y en a c'est certains une, qui marchent vraiment ouais, Ouais. d'accord, ben, on va acheter un robot chien qui marche. Voilà, un robot chien. qui marchent rapidement. On va lancer le Voilà. concept. Euh, j'avais une autre question. Alors, attendez, voir que je la retrouve. Oui, Mais attends, je t'interromps, mais tout ça, vas-y. c'est des éléments. C'est en ça que l'éducation thérapeutique est importante, parce que tout ça, c'est pas discuté avec le pneumologue, ou rarement. Tu as très bien dit, la consulte a fait 15 minutes. Et alors, quand vous allez voir dans un centre d'asthme un médecin qui a l'habitude, il va passer une demi-heure, 40 minutes avec vous, mais c'est très exceptionnel. Et donc, tout ça, comment je réapprends à faire de l'effort, comment je réapprends à faire de l'exercice, tout ça, c'est en ça que vos structures sont extrêmement performantes, parce que ce sont des informations qui sont difficiles à trouver en dehors. C'est vrai que si on fait des fois des groupes avec la coach à part, donc on va faire ça un peu sous forme de jeu, bien, il y a quand même toujours une appréhension pour les patients de reprendre une activité physique, avoir peur de faire une crise, et si je suis loin de la maison, qu'est-ce qui se passe et tout. Des fois, ça peut être l'accompagnant qui peut aussi être très stressé de ça. Donc, c'est toutes ces choses, c'est redonner aussi confiance aux personnes en sachant que petit à petit, c'est reprendre aussi une activité qui va les amener un petit peu plus loin à chaque fois. Mais c'est important pour eux d'avoir confiance en eux, de partir, comme on disait, hein, quand on est asthmatique, il faut être prévoyant, c'est-à-dire que les moments difficiles, ça peut être les vacances, et ben c'est emporter son ordonnance, emporter tous ses médicaments. Si on part faire une promenade et autres, même si c'est pas une marche rapide, mais au moins les marcher, eh ben, penser à prendre son bronchodilatateur, son traitement de secours, avoir peut-être éventuellement une bouteille d'eau, le téléphone, puisque maintenant les gens l'ont pratiquement tout le temps pour pouvoir appeler quelqu'un en cas de difficulté et tout. Bon, bah, tout ça, si on prévoit, on peut déjà se donner des chances de faire un peu plus et y aller petit à petit. Alors, ça, une question aussi pour Gilles. On parle beaucoup de sport, d'activité physique, mais en fait, c'est pas une fin en soi quand on est asthmatique. Ça améliore également l'asthme. Rien n'est obligatoire quand on est asthmatique. Il faut faire Oui. ce qu'on a envie de faire. Si on n'a pas envie de faire de sport, on n'est pas obligé de faire du sport. Voilà, ça c'est un truc. Mais c'est sûr que la médecine, c'est du bon sens. Donc on se dit que quand on a une maladie respiratoire qui rend la respiration difficile, ben, une façon de l'améliorer, c'est de la réentraîner, cette respiration. Et de ne pas réentraîner que la respiration, de réentraîner tous les muscles, parce que moins on en fait, moins on en fait, et moins on a envie d'en faire. Et donc tout ça, c'est une sorte de cercle vicieux de l'essoufflement, et dont il est très difficile de sortir. Et quand on a envie d'en sortir, c'est très dur. Donc quand on n'a pas envie d'en sortir, et ben, en fait, on s'enfonce tranquillement là-dedans. Et on peut se retrouver 15 ou 20 ans plus tard dans une situation physique difficile, où là, on va se dire, ah bah tiens, j'aurais peut-être dû. Mais en fait, le truc, c'est que, voilà, c'est personne n'est obligé de faire du sport. Et quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc, Trouver la motivation, c'est ça. mais non, mais Alors, au-delà de la motivation, c'est l'envie. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas envie d'aller courir, on ne va pas leur dire d'aller courir. nous, Mais par contre, quand ils vont bosser, bah, descendez 2 stations de métro plus tôt et vous finissez à pied, qui est quand même quelque chose du mouvement, un mhm. organisme en mouvement. Parce que sinon, si l'activité physique, c'est la fourchette quand on mange, enfin le couteau et la fourchette et le levier de vitesse, ça ne va pas le faire. Voilà. Et Non. donc, voilà. Donc, Et comme disait Christine, nous, pour certains patients, bah, certains, ça va être le jardinage. Moi, j'ai eu des personnes qui me disent, bah, j'ai envie de retourner danser, d'autres qui ont fait certaines choses, envie de refaire à certains moments. Donc, c'est pas forcément que l'activité physique, c'est au moins pouvoir bouger. On est bien placé pour savoir que s'il y a eu un moment où on a été, par exemple, hospitalisé, des corticoïdes à haute dose et autres, eh ben, quand on sort de ça, oui, on n'a plus de muscles, ça devient difficile de bouger, se réhabituer petit à petit, voilà. Et quand on essaye d'avoir un objectif, nous, c'est ce qu'on va essayer
de trouver en éducation thérapeutique au niveau des patients, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils aimeraient faire? Ça peut être des parents, par exemple, qui vont nous dire, mais moi, j'ai envie de refaire du vélo avec mes enfants ou de jouer au foot avec mes enfants. C'est leur donner ces possibilités-là aussi de se réadapter pour pouvoir le faire. Hmm. Et donc, par exemple, là, c'est simplement un objectif qui leur plaît. Parce que si on impose, comme disait Gilles, imposer quelque chose dont ils n'ont pas envie, ce sera beaucoup plus difficile pour eux Oui, de le faire. oui. Euh, Merci beaucoup. Il y a Dorian, des veux-tu questions encore? ajouter quelque chose? Parce qu'il est 19 heures. Mais je n'ai pas grand-chose à ajouter, mis à part de dire aux personnes qui le souhaitent de se rapprocher de ces structures d'éducation thérapeutique si elles en ressentent le besoin, ne serait-ce aller voir que par curiosité, ça ne fait jamais de mal, bien au contraire. Et voilà, et faisons encore la promotion de l'éducation thérapeutique parce qu'il y a encore du chemin à faire pour que les patients puissent accéder à ces structures qui sont si importantes et importantes à soutenir aussi parce que le travail qui est fait dans toutes ces structures, je pense, est assez exceptionnel pour la qualité de vie des patients. Et nous en sommes aujourd'hui la preuve avec ces deux patients que nous sommes, Marie-Pierre et moi. Merci, Dorian. Gilles? Non, j'encourage vraiment tout le monde et que professionnels de santé et patients à se tourner vers les structures d'éducation thérapeutique. C'est un élément absolument essentiel et fondamental dans la prise en charge d'une maladie chronique. C'est tellement rare que vraiment. Et vraiment, je vous félicite à Tours, vous faites un boulot incroyable. On y croit, surtout. Merci. Écoutez, merci, merci à tous. J'espère que nous avons répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter au numéro vert de l'association, le 0800 19 20 21, si vous avez d'autres questions. Et nous vous donnons rendez-vous le 18 juin à 18 heures pour le prochain webinaire, la prochaine conférence, à la même endroit, hein, sur notre page Facebook, et donc même heure, 18 heures. Voilà, merci beaucoup à tous les trois et Merci. bonne fin de soirée à tous. Merci, bonne fin de soirée. Vous, au revoir à tous.